Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, la plupart des gens qui s'inscrivent, je connais la plupart. Donc, je sais à peu près la plupart. 2 tiers, je connais. 1 tiers, je ne connais pas, mais 2 tiers, je connais. Je laisse entrer aussi. Donc, Patrice, comment ça va? Tu peux parler. Je l'ai mis en position de tu peux parler, Patrice. Ça va très bien, merci. Très bien, très bien. Content de vous revoir, en fait. Donc, avant les vacances de l'été. Voilà. Avant les vacances d'été. Je peux mettre aussi Xavier, en fait, qui parle aussi. Je mets comment? Tu descends. D'accord. Je descends. Et Xavier, et là, il y a 3 points. D'accord. Comme ça, je peux. Xavier, présentateur. Les notifier. Oui. Xavier pousse pas. Oui. Max aussi, peut-être. Je peux mettre aussi. Je peux faire rentrer les gens. Tu peux faire rentrer les gens. Donc, Xavier, maintenant, Xavier, tu peux parler aussi. Donc, je ne te vois pas, Xavier, par contre. Donc, nous sommes très contents d'accueillir les participants de notre 3e webinaire sur la Chine aujourd'hui, le 7 juillet. C'est le webinaire, je viens de dire à notre intervenant, à Rémi et Madame Geng Xuening, que c'est le webinaire qui finit notre saison, en fait. Donc, bientôt les vacances. Nous allons démarrer dans 2-3 minutes parce qu'on a pas mal d'inscrits, mais par contre, on se dit que peut-être les vacances, c'est presque s'approche. On ne sait pas combien ils vont venir, donc on va attendre un peu les inscrits. Donc, enchanté, et la plupart d'inscrits connaissent Shinafi déjà, donc on attend un peu les autres inscrits. Le webinaire va démarrer dans 2-3 minutes. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez poser déjà dans les conversations, parce que pendant le webinaire, la plupart d'entre vous, vous ne pouvez pas parler, en fait, sauf quelques personnes qui peuvent prendre le micro. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dans la conversation. Nous allons donner à la fin du webinaire le microphone, c'est-à-dire le micro à ceux qui souhaitent parler, prendre parole. D'accord? Donc, nous attendons encore quelques minutes. Rémi, est-ce que tu as des choses à dire? Xuening. Je présente aussi les intervenants ici pour ceux qui ne connaissent pas. Intervenant aujourd'hui, il y a Madame Geng Xuening. Xuening, tu peux dire bonjour à tout le monde, à Xuening. Bonjour. Et puis, Xuening, tu peux dire un mot s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde. Merci à Madame Monde de m'inviter et Chanafi de m'inviter pour cette intervention aujourd'hui. Parfait. Xuening sera notre premier intervenant sur export. Elle espère export vers la Chine. Donc, elle va parler surtout toutes les questions liées à export vers la Chine. D'accord? Xuening, c'est le premier intervenant. Après, Rémi, est-ce que tu peux dire un mot? On ne te voit pas, Rémi. Oui. Un mot sur toi-même. Bonjour tout le monde. Merci à Dan et Shinafi de m'avoir invité. Et oui, je parlerai de l'expérience de ma société pour de l'export en Chine aussi, où je suis allé plusieurs fois pour parler de notre machine. Je vous parlerai du marché sur lequel on travaille en Chine. Exactement. Rémi travaille sur exportation vers la Chine aussi. Il vend la machine médicale, j'ai compris, c'est ça? Rémi va nous présenter tout à l'heure. La société s'appelle AI4R. Je viens de dire, Rémi, le nom de la société, c'est un peu difficile de prononcer. Surtout pour les Chinois. Je dis même pour moi, c'est difficile de prononcer. Donc, j'ai compris AI4R, ça vient de nom l'anglais, c'est ça? Oui. C'est de prononciation l'anglais, en oui. fait. Bon, mais Rémi, merci beaucoup. Donc, on attend encore d'autres participants. Parfait, au fur et à mesure, ils arrivent. Donc, je répète notre consigne. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions par conversation. Nous souhaitons, Shinafi souhaite que ça soit quelque part une discussion, un dialogue
c'est pas vraiment pure une présentation ou des présentations des intervenants. C'est pour ça, en fait, si vous avez des questions, même pendant le webinaire, parce que la fois dernière, le deuxième webinaire, donc, il y a des participants qui m'ont raconté qu'ils avaient des questions pendant le webinaire et à la fin du webinaire, ils ont oublié les questions. Je dis, dans ce cas, c'est mieux peut-être de déjà poser les questions au fur et à mesure pour éviter que ça soit oublié à la fin. Parce que les dernières 15 minutes vont être réservées pour les questions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser au fur et à mesure pour éviter de les oublier, n'est-ce pas? Donc, parfait. Parfait. Peut-être on va démarrer. On n'a pas encore tous les participants, j'ai l'impression, par contre, ce n'est pas très grave. C'est pas très grave. On peut déjà commencer parce que je sais qu'il y a des participants qui vont au fur et à mesure nous rejoindre. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le 3e webinaire sur la Chine. Vous savez, depuis le mois de mai, Chinafi organise déjà 2 webinaires sur la Chine. Le premier, c'était le mois de mai, c'est-à-dire que la situation sur le Covid, donc c'est état de lieu avec l'ambassade de France et Business France en Chine. Le deuxième webinaire, c'était le mois dernier, le mois de juin. C'est surtout, on parle le rôle de différents culturels, quel rôle ça joue en fait. Donc, il y a témoignages de sociétés comme Botoin, comme BBO, plusieurs sociétés qui ont fait leur témoignage, de parler de leur expérience. Aujourd'hui, nous sommes très ravis d'accueillir Madame Geng Xuening qui est là aujourd'hui. Donc, elle est présidente de NIX, ex-chargée de projet Alibaba, Provence. Donc, aujourd'hui, elle va d'abord nous présenter un peu, elle va d'abord faire un état de lieu sur le commerce entre la Chine et la France. Et après, elle va nous parler avec le contexte actuel, comment faut-il prendre avec la Chine. Et à la fin, elle va nous discuter, expliquer un peu le changement de règlement, de réglementation en fait. Elle va parler de ça en fait. Ça, c'est Geng Xuening. Après, il y a Rémi Sens qui va nous parler de leur expérience AI4R qui exportent vers la Chine des machines médicales, de leur expérience donc avec la Chine. Et après, nous avons un invité spécial aujourd'hui, c'est M. Armand Alexisnian, qui est PDG de la société GILEC. Donc, il travaille beaucoup avec la Chine aussi. Donc, là, dans ce cas, c'est l'inverse, c'est importation de Chine. Donc, ils vont parler aussi de leur expérience d'importation de la Chine, de réussite, comment ils travaillent avec les Chinois et quels sont les points de vue sur le travail d'aujourd'hui avec la Chine, coopération franco-chinoise. Et à la fin, c'est moi, Madame Mong, directrice Chinafi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais faire la conclusion du webinaire et on va donner 15 minutes à peu près pour toutes les questions concernant la coopération franco-chinoise aujourd'hui. Donc, je vis, il y a Xavier qui est, je compris, Xavier, si j'ai bien expliqué, vous êtes responsable de train entre la France, l'Europe. Donc, vous gérez le train entre la France, l'Europe. Donc, si vous souhaitez prendre parole tout à l'heure, avec plaisir, Xavier. Donc, j'ai vu que vous êtes là, en fait, présent au webinaire. D'accord. D'accord. Xavier, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. D'accord, Xavier. Parfait. D'accord. Donc, maintenant, je vais quand même parler un mot sur Chinafi. Donc, c'est le 3e webinaire. Chinafi, qu'est-ce que c'est? Peut-être, ce n'est pas tout le monde qui est courant. Donc, Chinafi, il a été créé il y a 20 ans. Donc, c'est une structure qui est créée pour accompagnement des entreprises françaises qui travaillent avec l'Asie, notamment sur la Chine. Donc, nous avons 3 volets de travail. C'est surtout le premier volet, c'est formation. Par exemple, comment travailler avec les Chinois, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas très bien la démarche à prendre. Donc, ça, c'est première formation. Après, il y a import-export. Par exemple, Madame Geng Xuening, l'intervenant d'aujourd'hui, elle intervient dans notre formation export vers la Chine. D'accord? Donc, après, il y a interprète, traduction, deuxième volet. Troisième, c'est le coaching et conseil, accompagnement. Parfait. Donc, maintenant, je vais laisser parole à Madame Geng Xuening qui va commencer à la première partie du webinaire. Oui.
Bonjour à tout le monde. Déjà, tout d'abord, je remercie Madame Mong. En fait, quand elle parle d'import-export avec la Chine, j'étais fait partie de la personne qu'elle a pensé tel le premier temps. Et je me présente un peu pourquoi je suis là aujourd'hui. En fait, je suis en France depuis 2000 et j'ai une formation juridique. Je commence par travailler dans un cabinet d'avocats en tant que juriste pour accompagnement des sociétés chinoises qui investissent en France, d'ici présent le moteur Baudouin. Et durant mon travail aussi, on a accompagné de nombreux clients français dans leur affaire avec la Chine, notamment sur l'aspect juridique. Et depuis 2015, je travaille à mon compte pour accompagner une partie des clients chinois de venir s'installer en France ou exporter en France. Et on fait la même chose à l'envers, mais plutôt vers un côté plutôt juridique. Et là, en fait, j'ai été chargée de projet Alibaba Provence parce qu'à l'époque, Alibaba, ils ont ouvert leur plateforme cross-boarding, c'est-à-dire des ventes à travers des systèmes plateformes sous douane pour commercialiser des produits de France. Et à l'époque, en fait, il y a de nombreux produits de Provence dans la région qui les intéressent. Sauf que ça coûte très cher pour que ces produits entrent sur le marché chinois. Et là, en fait, à l'époque, on a pris initiative, on a trouvé un investisseur qui a décidé d'investir sur le projet. C'est-à-dire, on a créé une boutique partenaire, qui est une boutique officielle de produits de Provence sur Alibaba, qu'on a réussi à développer et vendre une partie de spécialités de Provence, Marseille, en Chine, notamment les savons de Marseille, des huiles essentielles, une partie de cosmétiques. Ça les permet de tester le marché et aussi une partie de produits agroalimentaires comme le miel, la lavande et des cafés. On a eu, à l'époque, on a même ouvert un boutique éphémère de Henri Blanc en Chine, à Hangzhou, dans la ville où il y a le siège social d'Alibaba. Et depuis, en fait, maintenant, depuis quelques temps, en fait, je travaille aussi pour accompagner des sociétés chinoises et moi-même, j'ai mes propres sociétés pour importer des produits depuis la Chine et parfois, on exporte des produits vers la Chine. Donc, aujourd'hui, quand on parle de formation, c'est plutôt un partage d'expérience et aussi en espérant de pouvoir échanger avec vous. Donc, la première question d'aujourd'hui, on se pose, c'est que le marché chinois, est-ce qu'il est toujours intéressant après le Covid? En quelque sorte, c'est plutôt une fausse question, je pense, pour tout le monde se présenter ici, c'est-à-dire cette question, on sait déjà la réponse un peu en avance. Et donc, c'est là, merci de tourner la page, qu'on puisse le voir un peu au niveau statistique. C'est-à-dire déjà, malgré le confinement en Chine et en France en 2019 et 2020, et là, en fait, la Chine, elle a toujours classé bien en tant que les principes. En fait, l'Europe et la Chine, on reste toujours les principales partenaires commerciaux entre nous. Et on a vu sur ces statistiques que j'ai trouvées sur le site de douane française que, en fait, non seulement les échanges n'ont pas diminué, en plus, il a beaucoup augmenté en 2021. Et merci de tourner la page. Et en fait, même l'exportation française vers la Chine a également fortement augmenté en 2001. D'une part, en fait, la cause, c'est-à-dire en 2021 et 2019, à côté de toutes les mesures de restriction en France, la France, en fait, au niveau de l'exportation, avait eu une chute assez importante. C'est pour ça quand on ne descend pas, on rebond plus fort. Donc, c'est normal, il y a une augmentation plus fort. Et deuxième chose, c'est aussi une nouvelle, en fait, ça vient d'une réveil de marché, en fait, que là, en réalité, c'est que tout le monde a besoin de reprendre l'activité. C'est non seulement le cas en France, c'est aussi le cas en Chine. Et en plus, par le fait, en fait, on pourrait voir, en fait, ce qui a changé, c'est-à-dire, c'est les secteurs avec qui on travaille, peut-être ça a changé un petit peu.
C'est-à-dire, entre la Covid, le business model a changé pour nous. C'est-à-dire, on a quand même une PAC. C'est-à-dire, les Français qui n'ont pas l'habitude de commander en ligne. Avant, pendant la Covid, on a appris à commander en ligne. Et donc, il y a un fort développement de e-commerce. Et même pour les petits producteurs français, avant pour eux, de vendre en ligne, c'est une possibilité impossible. Et maintenant, en fait, ça devient, ils ont l'habitude. Il y en a certains qui ont même pris un volume grâce à ça. Et donc, en fait, ce qui est bien, ça permet de sociétés françaises de mieux préparer, de travailler. En fait, quand on peut vendre à distance en France, en réalité, certes, on a pu adapter pour travailler à distance à l'international. Et donc, en fait, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a, c'est-à-dire déjà, il y a un effet de base important, une légère reprise de vente aéronautique, justement, avec en fait, le revenu des lignes, des lignes de vol. En fait, quand on dit au niveau de flux touristes, pas forcément ça a beaucoup augmenté parce qu'avec la Chine, on a toujours beaucoup de restrictions. Mais au niveau de besoin de transport aérien, ça a beaucoup augmenté. Je pense que tout le monde avait vu dans la télé que récemment, on a une très grosse commande Airbus qui a tombé en fait par les différentes compagnies chinoises. Et donc déjà, c'est un bon signe de reprise. Est-ce que vous pouvez tourner la page? Merci. Et c'est la page avant. Voilà. Et aussi, on peut dire que la France, en fait, il a aussi augmenté beaucoup les biens chinois en 2021. Pourquoi j'ai pris le 2021? Parce que pour nous, c'est plus significatif. En 2019-2020, moi, j'avais beaucoup travaillé, je pense, pour ceux qui ont travaillé en 2020 et 2019, on a beaucoup travaillé sur les secteurs médicaux avec toutes les protections médicales, les masques, parce que c'était le moment qu'on est un peu en arrêt et on est obligé de travailler un peu sur ça. Et après la post-Covid, en fait, on a vu qu'il y a toujours une forte demande qui sont considérables au niveau de l'informatique électronique, tout ce qui est matériel électronique. En fait, et aussi tout ce qui est des matières de bateau, tout ça. En fait, pour moi, personnellement, je pense que ça a un impact à cause de coûts de matières premières et de logistique. Je pense que tout le monde, pour ceux qui ont déjà travaillé avec la Chine, on a tous rendu compte de l'augmentation très importante de coûts de transport ces 2 dernières années. Je pense que ça a démarré, personnellement, j'ai le constaté depuis la fin 2020. Et là, en fait, avant, quand on a un conteneur qui part de Chine, arrivé jusqu'à Marseille, ça fait, pour un petit conteneur, ça fait autour de 2 000 €, 2 000 2 500 $. Voilà. Et maintenant, en fait, moi, j'avais fait un conteneur l'année dernière qui m'a revient autour de 17 000 €. Voilà, sans les frais supplémentaires. Et donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand on importe, à sens l'inverse, pour export, c'est la même chose aussi, parce qu'il y a une rupture pendant une époque, en fait, avec le marché américain du Sud, avec l'incident qu'il y a eu en Suède, il y avait un problème de rupture de conteneurs. Donc, c'est même côté Chine et côté l'Europe, on a beaucoup du mal à avoir des conteneurs. Et en plus, c'est-à-dire le longueur de dédouanement devient beaucoup plus long et qui a impacté sur nos coûts de revient. Et ce que aujourd'hui, en 2022, on a senti une augmentation très forte en réalité. En quelque sorte, c'était l'impact de l'époque qui a reflète aujourd'hui. Et en revanche, comme sur ce tableau aussi, on a dit, il y a une importation d'industrie textile qui est beaucoup moins importante. Et ça, c'est en fait, vous pouvez tous constater aussi qu'il y a les ventes e-commerce qui a beaucoup développé. Donc, en fait, les boutiques de prêt-à-porter en physique sont tombées comme des mouches un par un, en quelque sorte. C'est-à-dire, et aujourd'hui, même en Chine, ils ont des nouveaux modèles d'export qui sont venus. Et là, en fait, les sociétés françaises, moi, je suis chinois, mais je suis en France aussi. Donc, c'est-à-dire, j'ai une société en France. Donc, en quelque sorte, je suis en concurrent aussi avec les sociétés chinoises qui exportent directement en Chine. Dans ce cas-là, comment on s'adapte à cette concurrence directe dans cette nouvelle ère?
Et là, il faut adapter une nouvelle stratégie. Merci de bien vouloir tourner la page. Donc, ici, je fais une petite conclusion, c'est-à-dire ce sont des chiffres qui sont rassurants. Donc, on a vu que malgré la COVID, il est toujours très important de travailler avec la Chine. L'Europe, la France reste toujours le partenaire commercial le plus important de la Chine et le même cas, en fait, la Chine aussi. Et dans ce cas-là, c'est un chiffre qui sont rassurants. En même temps, on a des défis à relever, des difficultés à relever du fait de Covid et des effets secondaires post-Covid, c'est-à-dire avec toutes les mesures de contraintes qui a été prises. Et maintenant, on a une augmentation de prix de matières premières qui devient assez importante. Et surtout dans le secteur électronique et tout ce qui est automobile. Et deuxième chose, c'est l'augmentation de coûts de logistique. Parce que en fait, si je rappelle bien, l'année dernière, CMA CGM, il a enregistré quand même un bénéfice record. Et donc, je pense dans un court période, en fait, les armateurs, ils ont déjà un bon appétit qui a été bien ouvert. Et ça va durer un certain temps tant que le coût de l'essence ne baisse pas et tant que les mesures de restriction de voyage ne sont pas 100% relevées. Et aussi le contexte géopolitique actuel, non seulement de cause de la guerre russe-Ukraine que tout le monde en parle. On a l'impression que le monde entier est fourni par l'Ukraine et les Russes. Et aussi, en fait, ce sont des effets secondaires, c'est-à-dire on a, en quelque sorte, on a l'impression que ça retournait un peu dans l'état d'esprit guerre froide. Et ça, il y a certains états d'esprit qui ont influencé sur la stratégie ou la politique qui sont adaptées par le gouvernement en matière de politique économique envers les commerces étrangers. Et là, ce sont des critères qu'on doit prendre en considération, qui ont des effets secondaires. Est-ce que vous pouvez tourner la page? Voilà. Et donc, pour commencer, pour ceux qui, parce que je ne sais pas sur place, est-ce qu'il y en a ceux qui ont déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà travaillé avec la Chine, mais il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, qui veulent d'abord préparer un peu. C'est pour ça que j'ai quand même préparé un petit slide au cas où s'il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux entrer sur le marché chinois, mais qu'est-ce que je dois faire avant? Parce que moi, en fait, quand j'ai travaillé sur le projet d'Alibaba Provence, ma mission, c'est de recruter des marques pour exporter sur la Chine. C'est-à-dire, on les recrute dans notre boutique et en plus, on s'occupe pour sa distribution en ligne et hors ligne sur le marché chinois. Et pendant mon travail, j'ai rendu compte qu'il y en a plein de sociétés françaises. Première chose, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour exporter. Et deuxième chose, il y a beaucoup de fausses images sur le marché chinois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je voudrais en profiter pour donner quelques indications sur ce point-là. Souvent, le discours que j'ai entendu plus souvent, c'était assez marrant. Il dit, en Chine, vous avez 1,4 milliard d'habitants. Donc, mon produit, si je vends 1 personne, je gagne 1 euro, ben, ça me fait déjà 1,4 milliard. Et donc, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, et en France, c'est-à-dire, il est très important d'identifier qui va acheter vos produits et quelle est votre stratégie. C'est-à-dire, ici, on a des grosses... Parce qu'en Chine, comme c'est un marché de 1,4 milliard, donc on n'a pas la même notion. En Chine, quand on parle à un PME, quand on a 100 personnes salariées, c'est un PME. Et en France, avec 50 personnes, on a déjà une société assez importante. Et quand un Chinois, il a dit, moi, je veux un marché, je veux que ça soit vite. Et ce n'est pas la même notion de temps et ce n'est pas la même notion de volume. Et dans ce cas-là, en fait, c'est-à-dire, en fonction de votre entreprise, de vos moyens financiers et moyens personnels, il faut que vous puissiez identifier quel est vos budgets pour le marché chinois et qu'est-ce que vous voulez atteindre en fonction de vos budgets et vos moyens. Et deuxième chose aussi, c'est qu'avant d'y aller, il faut penser à protéger vos propriétés intellectuelles, industrielles, c'est-à-dire les marques en premier lieu, les brevets, si vous avez des modèles et des designs,
et aussi parfois votre nom de domaine. Et sachant qu'il y a des nombreux arnaques dans ce domaine, et en plus, ça représente un coût. Donc, il faut que ça soit renseigné. Je prends exemple pour les marques. Avant d'arriver au marché chinois, même avant de démarrer la négociation avec un partenaire chinois, il faut le déposer déjà, protégé sur le marché chinois. Et en plus, quand vous protégez sur le marché chinois, il faut penser déposer pour la Chine continentale, Hong Kong, Macao, Taïwan. Parce que c'est déposé de façon séparément. Et pourquoi Macao, souvent on dit, Macao, il n'y a que des jeux de casino, pourquoi on protège là-bas? Parce que si on a une contrefaçon ou un parasitage, il est géographiquement, il est 30 minutes en bateau de Chine continentale. C'est-à-dire, il peut faire une marque là-bas et vendre sur le marché chinois en vous concurrencer déloyalement. C'est pour ça qu'il est conseillé fortement de les protéger. Et deuxième aussi, c'est de trouver des partenaires fidèles. C'est une des missions plus difficiles aussi parce que, en fait, c'est-à-dire, nous, les entreprises chinoises et les entreprises françaises, on n'a pas le même moyen de communication. Et je pense que c'est là la valeur ajoutée de Madame Mong de Chinafi qui maîtrise parfaitement la différence culturelle et aussi la différence de culture d'entreprise entre les deux pays pour vous renseigner comment à déchiffrer le codage. C'est-à-dire, quand un Chinois qui dit oui, ça ne veut pas forcément un oui. Et quand on dit non, ça n'est pas forcément un non. Il faut savoir l'interpréter. Et après, il faut savoir c'est à quel moment on peut en fait, à quel moment on peut, on entre dans la phase sérieuse, tout ça. Il faut savoir déchiffrer ces signes. Voilà. Et là, en fait, ça, je pense qu'il faut que ça soit accompagné par un expert ou un conseiller qui connaît bien la culture. Et en réalité, pour les clients chinois, ils ont le même problème. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, un Chinois, quand il travaille à la française, en réalité, c'est toujours on dit le contact de troisième type. C'est la même difficulté que vous. Et aussi, avant d'y aller, il faut quand même renseigner sur les réglementations locales et françaises. Ça, c'est des nombreux cas que j'ai rencontrés pendant mon travail. C'est-à-dire, souvent, en fait, souvent quand on exporte tout ça ou importer depuis la Chine, en fait, souvent les deux côtés sont excités par l'idée de pouvoir commercialiser tout ça. Et si en face, on a un partenaire fidèle, c'est bon. Là, en fait, normalement, vos partenaires, ils font le travail pour vous. Mais en revanche, c'est-à-dire si votre partenaire, il ne fait pas bien le travail, dans ce cas-là, de votre côté, et souvent, ça arrive que des marchandises sont bloquées à la douane, à l'entrée de marché, où votre marchandise, en fait, vous avez déjà sur la Chine que vous trouvez en inconformité. Et là, en fait, vous êtes obligé de retirer ou faire des manipulations sur place, que ça va vous revenir très cher. Je prends un exemple, c'est notamment sur moi, je connais très bien le secteur cosmétique. Et en France, en fait, quand on exportait des produits cosmétiques, donc là, en France, on marquait, en Chine, la loi réglementation chinoise, il demande de marquer la durée de validité de produits. Et en France, on met plutôt le DLC, c'est la date de consommation date limite de consommation, qui sont comptées, souvent en France, on dit 6 mois après ouverture de bouchon et après ouverture. Et en fait, c'est qu'en Chine, nous, on préfère la réglementation chinoise et aussi la douane chinoise, on préfère que ça soit une date précis. Et souvent, en fait, si vous dites c'est 6 mois, donc en fait, il faut donner à partir de votre production, de donner une date assez précise. Voilà. Et est-ce que vous pouvez changer? Voilà. Et aussi là, je vais essayer de donner aussi quelques conseils comment on peut bien travailler avec la Chine. Comment on crée une relation de confiance avec votre partenaire. Donc, une partie, c'est-à-dire les clients chinois, pour le premier contact, pour la première fois quand vous avez un client chinois, souvent, ça va passer par des visites ou par des salons. En fait, il faut déjà trouver sur la bonne plateforme pour les rencontrer. Donc, il y en a certains qui sont, c'est-à-dire, il faut les clients chinois, en premier temps, ils ont
ils sont, c'est-à-dire entre la politesse et la critique. C'est-à-dire, on a l'impression que les Chinois toujours disent oui, mais au dernier moment, on dit on va signer le contrat. Et là, il y a plein de questions qui remontent et commencent à vous critiquer tout ça. Mais ça, il ne faut pas le stresser, sachant qu'en Chine, on dit, en fait, il n'y a que les produits qu'on a envie d'acheter, on les critique et on le marchande. S'ils ne vous critiquent pas, si vous ne cherchez pas les petites pétrins dans le plat, en fait, ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Et en plus, souvent, comment ça se passe le premier échange et le premier contrat, en fait. Et une fois, en fait, tu as la première affaire conclue, par la suite, vous allez constater qu'il a une confiance naturelle qui sera instaurée de façon naturelle. Voilà. Et après aussi, il est important d'avoir un interlocuteur fiable. Un troisième parti par qui que vous pouvez vérifier la fiabilité de la personne. Donc, dans ce cas-là, en France, il y a de nombreux instituts qui existent, notamment comme Chambre de commerce internationale. Ici, il y a Business France. Et en plus, sur Business France, dans les différentes régions en Chine, en fait, il existe des bureaux de représentation qui vous permettent, par leur relais, de trouver, en fait, vérifier la fiabilité de vos partenaires chinois. Et après, n'hésitez pas aussi de passer par des experts, notamment des avocats ou des consultants qui ont le moyen pour vous aider à faire une enquête sur le futur partenaire aussi. Et comment on échange efficacement avec une entreprise chinoise. Souvent, ce que j'ai constaté, c'est que, sachant que souvent l'échange, c'est qu'au sud, on ne parle pas trop anglais. Déjà, ce n'est pas évident. Et en plus, nous, les Chinois, quand on parle anglais, en Chine, on parle Tchaglish, c'est-à-dire avec un accent chinois et avec notre vocabulaire chinois. Et quand les Français parlent anglais, souvent, ce sont des vocabulaires français directement traduits en anglais. Et du coup, ce qui a fait, ça m'a déjà arrivé le cas, c'est-à-dire les deux côtés, ils voulaient dire la même chose, sauf qu'ils ont complètement compris à l'envers. Et donc, il est très important d'avoir un interlocuteur qui maîtrise au moins, il y en a l'un des deux côtés, soit un qui maîtrise chinois, l'autre qui maîtrise français, pour éviter les mauvaises compréhensions. Et en plus, c'est-à-dire en Chine, et en fait, c'est-à-dire parfois les clients chinois, c'est-à-dire nous, on comprend moins bien à l'oral. Mais en fait, quand ce n'est pas sûr, il vaut mieux de passer en écrit parce qu'en écrit, on a une compréhension écrite beaucoup moins forte que la compréhension orale. Et comment attirer la clientèle chinoise. Et sur la clientèle, en fait, c'est-à-dire il y a des différentes plateformes. Donc, il y a des salons qui sont réguliers, professionnels de chacun à son secteur qui sont régulièrement tenus. Et il y a des sites professionnels et des catalogues, en fait, qui sont... Et en plus, il est très, très important pour les clients chinois d'avoir un site correctement présenté en anglais. Qu'on peut voir, en fait, parce que la Chine, sur ce point-là, on a une culture un peu comme les Américains, c'est-à-dire le niveau aspect, la présentation, tout ça, il est très important. Donc, en fait, avec un bon site en anglais qui présente votre entreprise et les produits que vous faites, avec un suivi d'un commercial qui parle anglais, c'est très important. Et en plus, c'est-à-dire en Chine, on a aussi des différents moyens de communication parfois qui ne coûtaient pas cher du tout, donc que vous pouvez utiliser, notamment l'application de WeChat. Je ne sais pas si vous connaissez. Et pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec la Chine, on connaît très bien cet outil parce que WeChat, c'est un mélange de WhatsApp, de Instagram et de différents en fait, moyens de communication. C'est-à-dire, d'une partie, on peut créer des groupes de travail. Les conversations, on peut le traduire en langue étrangère. On peut transmettre de messages ou des dossiers en ligne. Il est important, c'est qu'en Chine, les conversations WeChat ont une valeur juridique. Voilà. Et deuxième chose aussi, c'est que sur WeChat, il y a de possibilités de créer des comptes publics
qui, en fait, ça vous permet, vous pouvez créer des comptes publics de votre société qui vous permettent de partager la nouvelle. Ça c'est quasiment gratuit. En fait, on peut le créer gratuit avec des publications des articles. Et on peut aussi payer une société qui va faire la configuration. Et ça, en fait, par rapport à beaucoup de moyens de communiquer en Chine, ça revient beaucoup moins cher. Je prends un exemple, c'est que si vous voulez faire une communication de presse dans les presses de premier rang équivalent à Figaro ou dans Le Monde, ça vous revient autour de 10 000 euros, à 30 000 euros en fonction de volume. Mais avec un compte public WeChat, en fait, en réalité, c'est que si vous publiez tout ça, en fait, c'est-à-dire les gens peuvent suivre votre actualité, ils peuvent recevoir, ils peuvent le partager. Et en plus, si vous avez déjà un distributeur en Chine, on peut même intégrer l'option achat, c'est-à-dire les gens peuvent acheter parce que WeChat, c'est aussi un moyen de paiement en Chine. Et aussi, il y a aussi TikTok. En France, TikTok, pour l'instant, c'est simplement un moyen de communication, mais en Chine, en fait, TikTok chinois, c'est un moyen de communication. Au même temps, c'est un moyen de vente aussi sur le marché chinois. Et donc là, en fait, quand vous vendez sur ces plateformes en ligne, c'est la même chose avec Alibaba. Donc, en fait, il y a différentes méthodes de vendre. C'est-à-dire, on a le droit de vendre dédouané par un distributeur désigné sur place. Et ça, on l'appelle les ventes hors ligne classiques. Et après, on a aussi des ventes qui s'appellent, chez Alibaba, on l'appelle Tmall. Donc, c'est un système de vente via plateforme e-commerce depuis le dépôt franc. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire en Chine, les plateformes e-commerce et la douane et la plateforme gestion de dépôt douane, en fait, ils sont connectés. Donc là, quand toutes les marchandises sont importées sur la Chine, il ne sera pas dédouané, il sera enregistré dans ces douanes. Et selon la loi française, selon la loi chinoise, quand on fait un colis moins de 1000 yens, en fait, on est franchi de droits de douane. Et donc là, en fait, comme ce système il est connecté avec des plateformes e-commerce certifiées, Alibaba n'est pas la seule, hein, on a plusieurs plateformes e-commerce qui travaillent à ce mode-là. Donc là, c'est-à-dire dès que les clients ils commandent moins de 1000 euros, en fait, la commande sont lancées directement sur la plateforme. Donc, dans le dépôt douane, on fait la mise en carton de commandes de clients et on le dédouane. Les commandes sont en même temps envoyées sur la plateforme de douane qui sont dédouanées simultanément. Normalement, ça entre 24 heures et 48 heures de traitement. Et avec le logistique, ça arrive normalement 36 heures ou 48 heures arrivé chez le client. Et en plus, c'est-à-dire, du coup, quand c'est moins de 10 000 euros, première chose, on économise sur le droit de douane. Et en plus, ils ont le droit d'avoir un taux de TVA diminué. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, ce sont des plateformes et des outils qui sont assez intéressants, en fait, quand vous voulez travailler. Mais tout ça, ça dépend quel type de produit que vous voulez travailler, quel est le secteur où vous voulez travailler, quelles sont les clientèles que vous visez. Et là, en fait, et aussi, c'est qu'en Chine, quand on parle de la Chine, ce n'est pas le marché chinois. Entre le sud et le nord de Chine, ou entre différentes provinces de Chine, c'est comme tout pays. Je prends exemple, quand moi, je viens du nord de Chine, je vais à Canton ou je vais à Shanghai, on ne parle pas la même langue. Et on ne parle pas le même culture. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et c'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous avez un distributeur, c'est très, très rare, sauf que c'est une très grosse entreprise, c'est très rare un distributeur peut travailler sur toute la Chine. Et souvent, ils ont une spécificité dans la région. Il faut le bien renseigner et après, il faut bien choisir par quelle région, par quelle ville vous allez entrer sur le marché chinois. Donc, en fait, on a des villes principales comme Shanghai que tout le monde connaît
Et on a aussi Canton, en fait, la Canton qui est à côté de Hong Kong, qui a en fait, là, il y a la usine de Chine. On a aussi Qingdao, la province de Shandong, qui est très fort en matière industrielle. Et on a aussi la zone qui est autour de Chengdu, à sud-ouest de Chine, qui sont pour les vins et spiritueux ou gastronomie, qui sont très connus. Et en plus, c'est là qu'on peut avoir tout ce qui est... Ce sont en fait une région qui ont des moyens d'achat assez importants et avec des classes bourgeoises qui sont assez importantes. Et là, en fait, dans ce cas-là, c'est-à-dire quand vous travaillez en fonction de vos partenaires, en fonction du profil de vos produits, il faut bien choisir l'endroit où entrer, par qui et par où. Voilà. Et quand on dit comment se protéger, quand on travaille avec partenaires chinois, tout ça, en fait, parce que souvent, quand on travaille avec un partenaire chinois, on a très peur en fait, c'est que déjà, est-ce qu'on va être, si on exporte, c'est-à-dire s'il me paye correctement, et est-ce qu'un jour il va me piquer ou parasiter mon produit, est-ce que je vais être contrefaçon, tout ça. Donc, ce qui est très important, et c'est sur l'aspect juridique, donc il faut bien encadrer avec un contrat bien encadré avec le contrat, notamment pour protéger vos exportations, notamment avec des clauses réserve de propriété, c'est-à-dire sans un paiement complet, et les marchandises restent à votre propriété. Et en pratique, en fait, souvent quand on travaille avec les avocats français ont toujours la préférence de faire une clause de contribution territoriale sur la loi française avec les tribunaux français. Parce que pour les sociétés, en fait, c'est assez... Et on dit, ben, comme ça, on maîtrise mieux la langue et tout ça. Mais en revanche, c'est que si vous travaillez à export, ça dépend d'où ça se passe. Si le conflit il passe en France, il vaut mieux que ça soit en France. Mais il faut prévoir aussi au cas où, s'il y a quelque chose qui se passait en Chine. Parce que si celui que vous souhaitez poursuivre en Chine, il se trouve en Chine, quand vous faites un jugement en France, en pratique, c'est très coûteux et très difficile de le faire exécuter sur le territoire chinois. Et dans ce cas-là, il faut aussi prévoir des clauses d'arbitrage parfois qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Et notamment, en fait, à Shanghai, en fait, il y a le cours d'arbitrage de Shanghai, et à Paris. Et ici, à Marseille, je crois, depuis 2020, on a créé aussi le cours d'arbitrage international de Marseille. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai passé en été. Et voilà, pour l'instant, j'arrête là. Et peut-être je reste ouvert si vous avez des questions. Oui, Chenir, merci beaucoup. Donc, Chenir est toujours là avec nous. Tout à l'heure, à la fin du webinaire, pour ceux qui ont des questions, surtout sur comment se protéger, les questions sur la plateforme de ça, n'hésitez pas à poser des questions. Chenir sera disponible pour vous répondre. Maintenant, avant Rémi, j'invite Armand. Armand, une société qui s'appelle GELEC, qui travaille beaucoup avec la Chine. Donc, c'est notre invité de surprise d'aujourd'hui. Il est parti en usine de Bretagne ces derniers jours. Je l'ai invité vraiment par surprise pour intervenir sur notre webinaire. Armand, tu peux peut-être nous parler un peu de l'expérience avec la Chine. Je sais que tu es un grand ami de la Chine et aussi tes points de vue. Est-il toujours intéressant de travailler à la Chine ou pas aujourd'hui, Armand? Merci. Armand, tu peux activer ton micro? Armand, oui. S'il te plaît, oui. C'est pas encore activé, ton micro. C'est pas activé. Le micro, c'est toujours désactivé. Je peux pas faire pour lui. Armand, c'est ton micro, c'est toujours désactivé. C'est désactivé, c'est pas activé. Oh, je peux pas faire à sa place. Oh. Armand, c'est toujours désactivé, ton côté.
Désolé, on va attendre un peu. Armand, il va nous parler de ses expériences avec la Chine. Donc, maintenant, ton micro, c'est toujours... on ne peut pas t'entendre. Il y a un problème, tu penses? Allô, tu m'entends là? Parfait, Armand, Voilà. parfait. Super. Donc, Armand, c'est notre invité spécial. Il intervient spécialement pour notre webinaire aujourd'hui en Bretagne. Merci, Armand. Merci, bonjour à tous. Effectivement, nous, on travaille avec la Chine depuis un peu plus de 10 ans. On importe des groupes électrogènes que l'on fait fabriquer donc sur notre cahier des charges bien spécifique. Bon, avec ce qu'on vient de vivre là, entre le Covid et les problèmes internationaux, et pour nous en particulier sur les transports, ça a été assez compliqué. Ça nous a contraints de revoir un certain nombre de choses dans notre façon de travailler et surtout sur les dimensions de nos matériels parce que les transports sont devenus, ont réalisé un poids important dans notre exercice 2021. Donc, on s'est posé la question de savoir si on continuait à travailler avec la Chine ou non. Non pas parce que ça n'avait pas de sens au niveau du produit, mais ça commençait à devenir très compliqué au niveau du transport. Sur 2022, là-dessus vient se rajouter la problématique du dollar qui n'arrange pas nos affaires non plus. Mais bon, toujours est-il que, en ce qui concerne notre relation avec la Chine, depuis donc une dizaine d'années, on est assez satisfait de notre relation avec nos partenaires chinois, en sachant que nos obligations et nos contraintes ne sont pas du tout les mêmes que celles que l'on a en Chine. Et donc, il faut toujours être très présent dans les besoins qui sont les nôtres et les explications et les attentes qui sont les nôtres auprès de notre partenaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur notre partenaire pour qu'il améliore, qu'il innove de lui-même certaines choses. Par exemple, quand on a eu rencontré la problématique des transports, j'ai fait en sorte d'adapter les dimensions de nos matériels, qui sont des matériels relativement gros et lourds, à la dimension du conteneur. Mais il va de soi que si je n'avais pas pris de mon côté l'initiative, jamais mon partenaire ne l'aurait fait, parce que ce n'est pas dans leur logique, ce n'est pas dans leur fonctionnement. On a un problème de transport, c'est notre problème, ce n'est pas le leur. Ils comprennent que ça peut être problématique, que ça peut être lourd à gérer, mais ce n'est pas leur problème. Donc, c'est à nous d'anticiper et c'est à nous de les amener vers. Et après, quand ils ont compris la mécanique, quand ils ont compris pourquoi on faisait ça, quand ils ont compris l'intérêt que ça pouvait avoir, je pense que depuis, ils ont dû l'exploiter à leur propre compte pour exporter leurs produits ailleurs, dans d'autres pays. Mais après, ils s'adaptent. Et après, ils sont assez souples en termes de compréhension pour faire en sorte de vous satisfaire le mieux possible. Par contre, il faut y être derrière, c'est obligatoire. Mais en fait, je pense que c'est à peu près la même chose avec d'autres partenaires chez qui on importe du matériel, qui ont leur logique et leur fonctionnement liés à leur état, leur façon de travailler dans leur pays, et qui est toujours différent de ce que l'on fait chez nous, parce que nous, on est bourré d'obligations et de contraintes, et donc il faut qu'ils s'adaptent à cela. Ils ont un peu de mal au départ à le comprendre, mais après, quand vous y mettez les formes et que vous leur expliquez ce qu'il en est, il est clair que derrière, ils réagissent comme il se doit. Donc, à ce jour, on a toujours un intérêt, nous, à travailler avec la Chine et à importer là-bas, même si on a des contraintes et des problématiques liées toujours au transport et également sur le prix du dollar qui arrive à la parité et qui va finir par nous poser problème si ça continue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par principe, on l'a fait hier une réunion importante. Et Dan qui est là y a participé. Ce qui me fait rebondir sur ce qu'a dit la dame juste avant moi. Par principe, je m'efforce toujours de faire participer un interprète chinois qui va avoir la particularité d'être un poil plus précis qu'une traduction en anglais
de notre souhait. Donc, le français en anglais et l'anglais en chinois, parce que tout le monde ne parle pas l'anglais en Chine. Et on a besoin d'avoir une traduction. Mais quand on traduit 2 fois ce que l'on désire faire passer comme message, il y a obligatoirement des pertes dans l'approche, des pertes d'interprétation. Et au final, des fois, il arrive que ce soit l'inverse de ce que l'on voulait faire passer comme message. Donc, c'est pour cette raison que depuis quelques années, je fais participer Dan à toutes nos opérations. Exactement. Et ça nous permet de la faire, de me faire sauter une étape et d'aller directement de mon souhait à l'oreille de mes interlocuteurs. Et en particulier les anciens qui, eux, parlent absolument pas l'anglais. Et donc, l'ancien est là et attend qu'il y ait une double traduction de français en anglais, d'anglais en chinois. Si on lui parle directement, il l'apprécie particulièrement. Et ça, ça fait 6 ans que moi, j'ai pris les rênes de cette société. Et avant, ça ne se faisait pas comme ça. Avant, il travaillait avec des Anglais où il parlait en anglais au quotidien. Ça, on continue à le faire, nous, avec nos interlocuteurs commerciaux habituels. Mais quand on est dans des meetings, il est toujours préférable de prendre soin de prendre quelqu'un qui parle leur langue parce que ça facilite grandement les choses. Exactement. Armand, et puis en plus, ça fait plaisir que je participe au projet d'Armand. Et puis, je trouve, Armand, vous avez créé même l'amitié avec votre partenaire chinois. Même, vous avez du mal à communiquer entre vous. Donc, c'était génial, la relation qui a été créée. Même, j'ai vu des moments très difficiles entre vous et votre partenaire. Il y a des moments vraiment très tendus. Mais maintenant, c'est quand l'amitié. Donc, les affaires. On a eu des moments tendus à Nice il y a quelques années. Oui, je me rappelle. Il y a des moments très, très tendus. Donc, ça fait vraiment plaisir de participer à votre projet, Armand. Donc, merci beaucoup, Armand. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je reste à votre disposition, mais j'ai apprécié le propos de la personne qui était devant moi, parce que j'ai appris pas mal de choses concernant le WeChat. Oui, on connaît. Pour moi, WeChat, c'était le WhatsApp chinois, quoi. Jamais j'ai imaginé que l'on puisse, par cet intermédiaire-là, pouvoir travailler avec certains fournisseurs. Et ça, on aura l'occasion d'en rediscuter, Dan, ou peut-être avec la dame, si d'aventure je pouvais rentrer en contact avec elle. Oui. Parce que, que ce soit par ce biais-là ou par le biais de TikTok, pour acheter les pièces détachées dont on a parlé hier, ça peut être intéressant de faire sauter un certain nombre de verrous que nous avons aujourd'hui pour pouvoir communiquer. Sur le quotidien, les grosses commandes, c'est différent. On doit garantir contre-garantir les paiements, donc c'est plus lourd. Mais par contre, sur tout ce qui est en dessous de 10 000 €, ça peut avoir beaucoup de sens que je m'intéresse à cette histoire de TikTok et de WhatsApp au niveau des paiements, au niveau de la sécurisation de nos achats. Voilà. Donc, je tenais quand même à le spécifier parce que, en fait, je devais intervenir uniquement pour faire valoir mon expérience, ma petite expérience avec la Chine dans ce milieu-là. Et le fait d'avoir participé à la réunion un peu avant, ça m'a permis d'apprendre un certain nombre de choses. Je vous remercie. Merci, Armand. Donc, s'il y a des questions je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser. Ce fut un plaisir et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Armand. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Maintenant, peut-être Rémi. Donc, Rémi, c'est notre deuxième intervenant sur leur expérience. La société s'appelle AI4R. Je laisse la parole à Rémi. Rémi, tu peux parler un peu de ta société et surtout de l'expérience avec la Chine. D'accord? Voilà, oui, très bien. Donc, merci, Dan, pour l'invitation. C'est gentil de me donner la possibilité d'exposer ce qu'on fait et nos problématiques. Donc, la société AI4R, ça veut dire Atlantic Instrument for Research. Ça a été fondé en 2012 par les 3 garçons qu'on voit au fond à part moi, qui sont tous des docteurs en physique nucléaire de l'école des mines de Nantes. Et donc, celui du milieu, en fait, lors de sa thèse, a inventé un nouveau type de détecteur qui va être utilisé dans la recherche médicale. Et après, il a fondé la société et donc nous allons essayer de vendre nos machines dans le monde entier. Voilà, tu peux passer.
Alors ça, je l'ai laissé comme clin d'œil parce que quand je montre ça dans les présentations à l'étranger, ça fait toujours son petit effet, et particulièrement en Chine. Et moi, j'aime bien, et ça donne confiance aux clients de voir qu'on connaît le président. Ah, Macron est là. Il avait visité la société il y a quelques années. Donc, c'est juste un clin d'œil. Et bon, pour dire que voilà, évidemment, on a des aides du gouvernement, mais ça établit la société. Parce que les gens, et particulièrement en Chine, demandent souvent ce genre de choses. Voilà, tu veux passer. Donc, en fait, moi, ce que je vends, c'est les deux machines que produit la société, s'appellent Biquant S et Biquant, avec un prix, chez nous, de 100 000 et 200 000 euros. Bon, il faut bien voir qu'une fois arrivé sur le marché chinois, c'est beaucoup plus cher que ça. Parce qu'il y a les intermédiaires, parce qu'il y a des taxes, des choses. Donc, on est sur des prix assez élevés, on va dire. Alors, vas-y. Donc, le marché auquel on s'adresse, c'est la recherche médicale. Et ce qu'on va appeler plus particulièrement de l'imagerie préclinique radioactive. Donc, c'est utilisé dans les hôpitaux, les universités, les centres de lutte contre le cancer, l'industrie pharmaceutique, également dans la géologie et l'industrie nucléaire. En fait, ça sert à faire des images sur des coupes de souris qui sont utilisées dans la recherche pour les nouveaux médicaments, auxquels donc ces animaux, on va leur injecter des produits radioactifs, après on va les couper en tranches, et nous on va faire les images des tranches radioactives de ces animaux. Alors, il n'y a plus qu'un seul concurrent, il y en avait plus avant sur ce marché, avec une technique très différente et ancienne, qui a plus de 30 ans, qui est moins performante, mais beaucoup moins chère, mais qui est connue et présente dans le monde entier. Donc, normalement, tout le monde achète ça, de base. Alors, cette technique est utilisée dans le monde entier, mais comme vous avez pu deviner, c'est ce qu'on va appeler quand même un marché de niche. Même si c'est utilisé partout, le plus difficile, c'est de trouver le bon client qui va avoir besoin de cette machine, de cette technique, et qui va être prêt à dépenser 3 ou 4 fois plus par rapport à ce qu'il paye normalement. Donc, on a une solution technique brevetée qui est une innovation énorme, mais dont il faut faire passer le prix. Et pour ceux qui ont déjà travaillé avec la Chine, ce n'est pas vrai que pour la Chine, mais ça l'est particulièrement vrai, le prix va être un élément de base, malgré tout. Voilà, tu peux passer, Joshua. Voilà, juste pour vous donner une idée de ce que ça fait comme type d'image. Bon, ça, par exemple, c'est des coupes de souris et de rats au corps entier qui ont été marquées en radioactivité. Suivant. Là, des images d'organes de souris, des reins, des cerveaux, des tumeurs, avec différents types de radioisotopes. Donc, ce que les gens font, c'est ce genre de choses. Et là, juste pour donner une idée, en haut, avec une technique traditionnelle, pour avoir cette image de cerveau de rat, il va falloir de 2 semaines à 3 mois. Et nous, pour les mêmes échantillons, comme on voit en dessous, avec notre machine, on le fait en quelques heures. Donc, évidemment, c'est hyper important pour la plupart des clients. Maintenant, il y en a toujours qui vont vous dire dans la recherche publique qu'ils s'en fichent, qu'ils ne sont pas payés autant. Mais quand même, normalement, ce genre d'argument fait mouche. Voilà, tu peux passer. Alors, les installations. Donc, comme je vous ai dit, la société a été fondée en 2012. Moi, je l'ai rejoint en 2014, juste au moment des premières ventes. Donc, ça, c'est notre marché, notre base installée aujourd'hui. Donc, on voit qu'on en a 15 en Europe, 4 en Asie, 6 en Amérique. Donc, évidemment, on a quand même commencé par l'Europe, puisque c'était le plus proche pour nous et le plus facile d'accès. En Asie, donc, on en a 2 en Chine, une au Japon et une à Singapour. Et en Amérique, 6, et c'est en ce moment le marché où nous, on a la plus grosse croissance. Là, les prochaines commandes à venir, c'est que des États-Unis, en gros. Alors, le cas particulier donc, de la Chine. Moi, j'ai effectué une dizaine de voyages entre début 2017 et fin 2019 avec mon distributeur. Parce que, évidemment, comme l'a dit la première intervenante, Xuening, il est hyper important d'avoir un partenaire de confiance et un distributeur. À quelque part, c'est le plus difficile au départ, hein, c'est certain, pour pénétrer ce marché. Donc voilà, j'ai fait une liste un peu de toutes les villes que j'ai visitées. J'ai oublié Canton d'ailleurs. Donc je suis allé à beaucoup d'endroits, à chaque fois donc, avec mon distributeur dans des hôpitaux, des gros hôpitaux, parce qu'il faut que ce soit un gros hôpital pour qu'il y ait une activité de recherche, des universités,
donc j'en ai visité beaucoup. Donc j'ai quand même une certaine expérience pour dire que c'est difficile. C'est plus difficile que ce que je pensais, mais c'est possible. Mais bon, évidemment, c'est intéressant parce qu'il y a quand même énormément d'hôpitaux en Chine et d'universités, même si ils ne sont pas toujours bien équipés. Et même les professeurs là-bas ne parlent pas forcément bien anglais. Donc, il y a beaucoup d'obstacles, mais c'est faisable. La preuve, bon, on a 2 machines. J'en ai vendu une à l'université de Pékin qui a été installée en 2019. Et là, il y en a une en cours d'installation à Zhuhai, juste à côté de Macao. Et c'est un des problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'on ne peut pas aller faire l'installation. Je vais en parler après. Alors, je voulais mettre une petite slide sur la perception, parce que c'est assez amusant par rapport à notre société et notre produit. Je dirais qu'il y a les 2 côtés, positifs et négatifs. Je pense qu'en règle générale, la France a plutôt une bonne image, de façon tout à fait générale. Et en plus, quand je fais la présentation technique, ils sont hyper impressionnés par ce qu'on fait. Parce que c'est normal, quand je montre des exemples d'images, je sais ce qu'ils font et je leur montre ce qu'ils pourraient faire. Bon, ça, forcément, ils veulent la machine, ça c'est sûr. Maintenant, après, quand ils voient le prix, là, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, j'ai eu des remarques comme quoi ils avaient peur de travailler avec nous, avec une société française. Alors, je peux te donner l'anecdote. C'était un des premiers clients où je faisais une présentation à Pékin, qui nous a dit « Ouais, mais moi, je ne veux pas travailler avec des Français parce que vous ne travaillez jamais, vous êtes toujours en grève. » Alors, je pense qu'à posteriori, je ne savais pas trop quoi dire quand il m'a dit ça, a posteriori, je pense que c'était un peu de provocation. Mais n'empêche que ça m'a un peu déstabilisé sur le coup. Mais c'est un peu vrai aussi. Ce qui n'a pas empêché de vendre quand même. Et pour le coup, lui a acheté. C'est lui qui a acheté à Pékin par la suite. Donc, ce n'était pas forcément vrai. Mais donc, voilà, il y a les 2 aspects. Donc, c'est pour ça que c'est aussi difficile de faire la part des choses en Chine. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense, au vu de notre marché, de ce que vous pouvez voir et comprendre, c'est très difficile, voire impossible pour moi, de vendre sans se rendre sur place. Nous, notre marché, c'est vraiment quelque chose de particulier et on vend une machine très chère à des gens très particuliers, des chercheurs en biologie ou en géologie. Ils ne vont pas dépenser 300 000 $ pour un truc comme ça s'ils ne sont pas complètement convaincus. Et pour les convaincre, moi, je pense que j'ai besoin d'aller sur place. Ça, c'est la c'est difficulté actuelle. Oui. Vas-y, donc, voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut, moi j'ai besoin de visiter les clients parce qu'il faut que je fasse passer mon prix par rapport à la technique et par rapport à ce qu'ils veulent faire. Le distributeur, il ne saura jamais répondre à toutes les questions, c'est trop technique. Et puis au moment de l'installation, normalement, on a besoin d'y aller. On passe 1 semaine sur place, c'est ce qu'on avait fait à Pékin, parce que c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre. Ce n'est pas compliqué à utiliser, mais l'installation de la machine, avec beaucoup d'électronique, et après les explications aux clients pour qu'ils puissent l'utiliser de façon optimum, ça demande du temps et ça demande d'être vraiment rigoureux. Et justement, là, la semaine prochaine, comme on ne peut pas aller à Zhuhai pour l'installer, c'est mon distributeur qui va essayer. Alors, on a transmis tout un tas de vidéos sur Bilibili pour montrer comment il faut faire, et puis des très longues présentations PowerPoint, et puis on espère que ça va bien se passer. Parce que là, c'est quand même le gros point pour nous. Pour ne pas après avoir un client qui ne sera pas satisfait, parce que ce n'est pas ce qu'on veut pour le coup. Exactement. Parfait. Bon, donc, conclusion. Voilà, c'est ce que je disais, de toute façon. Moi, je pense que j'ai besoin d'y aller, donc aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué. Même si le distributeur, il peut continuer à faire le travail, mais si je n'y vais pas, je pense que je n'arriverai pas à vendre. Et puis pour l'installation, on va voir comment ça se passe. Là, le client de Zhuhai, en fait, c'est le dernier client que j'ai visité en septembre 2019 et qui vient juste d'acheter après un appel d'offres. Donc, c'est de toute façon des gens que j'ai vus, même si après, j'ai refait des vidéos avec le distributeur et tous les gens du labo, mais j'y suis quand même allé une première fois. Donc, pour moi, pour l'instant, ça va être plus compliqué, je pense. Tant qu'il y a des restrictions, parce que nous, on est quand même une petite société, comme vous avez vu, on ne va pas se permettre d'aller faire 10 jours de quarantaine quand on arrive en Chine. Ça, ce n'est pas possible. Donc ça, pour le coup, ça va être notre point d'achoppement au jour d'aujourd'hui. Ceci étant, j'espère qu'on pourra y retourner parce qu'il y a évidemment du potentiel, bien entendu. Voilà. Parfait.
Rémi, J'espère parfait. que c'était clair. C'était très clair. On a bien compris le cri de cœur de Rémi. Il faut y aller. Il a besoin de déplacer en Chine. Donc, chez Nafi, ces derniers temps, on rencontre beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent en Chine. La question, première question, il pose à Shinafi, quand on va en Chine, quand la Chine sera ouverte. Donc, je leur dis, patientez un peu. Je pense que la Chine sera ouverte au début de l'année prochaine. Par contre, pour 2022, ce serait difficile. Donc, c'est encore très compliqué. Donc, passer à la conclusion peut-être. Je suis parfait. Je fais la conclusion. Je me permettre de faire la conclusion. Merci beaucoup pour Rémi. Merci Xuening. Merci Armand. Donc, je fais la conclusion parce que on a vu, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de défis, surtout le problème de se déplacer. On ne peut pas déplacer en Chine maintenant avec 10 jours de quarantaine, avec tous les frais, des billets d'avion de quarantaine, surtout les vols s'annulent le moment à un autre. Donc, c'est tellement compliqué. Mais on a encore beaucoup d'opportunités. Par exemple, si on a parlé de la commande de la Chine, 292 avions Airbus, c'est déjà une grande épreuve. Donc, ça continue. On ne peut pas empêcher les business, ça continue. Par contre, il y a beaucoup de difficultés. On doit faire face. Tu peux passer au slide suivante. N'oublie pas, là, j'ai mis quand même la Chine. Il ne faut pas oublier la Chine, tous les avantages de la Chine. Donc, quand même, c'est un grand marché. C'est le monde, le deuxièmement plus peuplé du monde. C'est l'atelier du monde malgré le Covid. Donc, la Chine est très avancée dans beaucoup de domaines. Nouvelles technologies, par exemple, nouvelle énergie, et aussi, par exemple, l'objet connecté. La Chine logistique est irremplaçable dans le monde. Il ne faut pas oublier. Et donc, surtout, la Chine a un rôle très, très important à jouer pour le changement climatique. Peut-être tout le monde est au courant que le président Xi Jinping, il a promis zéro carbone en 2060. Si la Chine peut atteindre cet objectif, en plus la Chine tient normalement ses paroles. Donc, ça c'est notre face. Tu es d'accord avec moi? Quand la Chine dit quelque chose, elle fait tout. Même avec beaucoup de prix à payer, sacrifices à faire, la Chine va le faire. Donc, nous aurons un pays très important, un grand partenaire pour la planète. C'est vraiment important. Il ne faut pas lâcher ce partenaire. Donc, c'est pour cela les conseils de Shinafi, apprendre à travailler autrement. Rémi a parlé qu'il ne peut pas se déplacer. C'est vrai, c'est quand même, ça fait vraiment mal au cœur. Donc, on ne peut pas, en fait, aller sur place. Mais essayer peut-être d'utiliser plus de moyens à distance, en visio, en ligne. Par exemple, là, j'ai un consultant, notre consultant import de Chine, VV, qui n'est pas présente aujourd'hui au webinaire. Elle parlait, par exemple, le contrôle de qualité. Aujourd'hui, il y a des entreprises françaises qui demandent qu'avant la marchandise soit chargée sur le bateau, donc le partenaire chinois montre l'image de marchandise avant que le marchandise parte de Chine. Donc, c'est-à-dire via la caméra, via la vidéo. Ça, je trouve c'est génial. Ça veut dire on va essayer de peut-être rénover notre méthode de travail. On ne peut pas y aller, mais on a d'autres moyens, peut-être moins comme physique. Par contre, peut-être il y a d'autres efficacités. On ne peut pas aller sur place, mais on peut faire une vidéoconférence, par exemple, comme Armand, qui l'a fait régulièrement. Donc, il communique beaucoup plus par rapport à avant avec le partenaire chinois. On fait moins bien, mais on fait plus. Ça peut récompenser, en fait, ce genre d'effet. Donc, aussi, les chiffres français, on est réputé d'être très cartésien. Ça, c'est ce qu'on a déjà parlé au webinaire, le dernier webinaire, le mois de juin. Peut-être on peut apprendre un peu l'esprit chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus souple, plus réactif, plus attentif, plus pragmatique. D'accord? Ça, c'est l'esprit, ce n'est pas l'esprit réputé des Français. Rémi, tu es d'accord avec moi? C'est très chinois, ça. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, ce sont des qualités. Peut-être nous, les entreprises françaises, nous pouvons apprendre. Donc, comment travailler mieux avec les Chinois? Les deux côtés, il faut qu'on bouge. On trouve de nouvelles méthodes, nouveaux moyens pour travailler ensemble, pour passer cette période difficile. Et à la fin, je notais en chinois, Qiu Tong Cun Yi. En français, ça signifie à la base de points en commun. Ça veut dire que même malgré les différences, on cherche toujours de points en commun.
Il ne faut pas dire, ah, il y a un problème Covid, il y a toute difficulté maintenant, je reste négative. Ah, je ne veux plus travailler à la Chine. Et puis, moi, je laisse tomber. Surtout pas ça. Donc, essayez de rester positive. À la base de tous nos points en commun, ce qu'on a parlé au webinaire dernier, on va essayer de trouver une solution. Ça, c'est notre conclusion. Donc, on va conclure peut-être ce webinaire. Xavier qui est là aujourd'hui. Donc, est-ce que, Xavier, vous avez des choses à nous dire pour ce webinaire? S'il y a des choses à complémenter, est-ce que vous avez des choses à nous… Parce que vous êtes responsable de train Chine, l'Europe. Si vous avez des choses à nous… Oui. Oui, je vais être très bref d'abord parce que je suis au volant de ma voiture. Je suis garé. Hein. Il y a pas de, vous êtes garé, d'accord, c'est pas dangereux. Oui. Mais voilà, donc c'est plus compliqué. Alors ensuite, j'ai changé de fonction, c'est-à-dire qu'après presque 40 ans d'activité à la SNCF, j'ai pris ma retraite et je suis devenu consultant pour la SNCF et pour la filiale de la SNCF qui gère ces trains. Donc j'étais directeur des trains de la route de la soie pour Forwardis SNCF jusqu'il y a encore 2 mois. Alors, très rapidement sur ce sujet logistique qui a été abordé aujourd'hui, effectivement, il y a une profonde transformation du fait des décalages entre la demande et les possibilités maritimes ou aériennes, etc. Et ce qu'on vit depuis 2-3 ans, ça perturbe totalement le marché. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué. La situation qu'on vit est compliquée parce que très franchement, personne ne connaît le taux de fret maritime dans 2 mois, dans 6 mois. L'effet de euro qui décroche par rapport au dollar, hein, même par rapport au yuan, la situation est très compliquée. Et c'est difficile pour le monde des affaires de faire des affaires quand on ne connaît pas ce que sera demain la demande et autres. Alors en plus, hein, on voit bien qu'on part vers une espèce de récession ou d'inflation qui fait que le marché, en tout cas cette année, en 2022, il est très compliqué. Le train, par exemple, donc on avait un train régulier entre Sian et Paris, Valenton. Pour l'instant, ce train est arrêté parce qu'il n'y a pas assez de demande. Donc les trains, donc suite aussi à la guerre en Ukraine, la baisse du nombre de trains en Europe, Chine est de 50% depuis le mois de février. Bon, donc globalement, je pense que l'année 2022, elle va être toujours comme ça, un petit peu attentive. On ne voit pas de reprise forte sur les volumes et sur le marché. Hein, je crois que la baisse des achats de produits de grande consommation type ce qu'on appelle le bazar, hein, les vêtements, les jouets, etc. Je crois qu'en Europe, c'est moins 15%. Donc évidemment, il y a moins de volume. Alors, donc on va espérer que 2023, il y aura quand même une petite reprise. Ce que je voulais dire simplement, et ça rejoint le propos de Swening, là, qui était très intéressant, et nous, par rapport à l'activité ferroviaire, on essaie de s'orienter vers ça. Je crois qu'une des modifications du commerce, c'est le e-commerce. Ce sont les plateformes de marché, les places de marché B2B. Donc, on est en train d'étudier la possibilité, peut-être dans 1 an, hein, donc c'est pas maintenant, mais d'explorer cette solution d'échange économique par des plateformes de marché, parce que d'abord, les Chinois sont très en avance sur ça. Je crois que 30% du commerce en Chine se fait par les plateformes de e-commerce. Donc, e-commerce, c'est-à-dire B2C, là, pour le coup. Alors, nous, on est sur du B2B. Donc, je crois qu'une des évolutions, hein, et ce qui va rester suite au Covid et peut-être aux difficultés, c'est peut-être un commerce qui va se recentrer sur d'autres domaines et je crois un développement des places de marché, hein, donc des marketplaces, et pour lequel le train essaie peut-être de se placer, parce que l'intérêt du train, c'est pas de faire du Shanghai-Le Havre, hein, c'est vraiment de faire du centre de la France vers le centre de la Chine. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Chengdu, mais aussi Chongqing, Xi'an, Zhengzhou, etc. Voilà, ce marché du centre de la Chine en porte-à-porte, door-to-door, je crois qu'il a plein d'avenir. Hein, et pour pas faire comme le fait le transport maritime d'abord. Hein. Donc voilà, donc je peux pas
je ne veux pas m'étendre plus, mais on voit une évolution des choses et il faut essayer de trouver sa place dans cette évolution-là. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Très intéressant. Donc, j'ai rencontré même hier une entreprise qui dit que leur marchandise viendra en train. Donc, ça continue. Donc, félicitations pour le train, le succès de votre train. Merci. Donc, on va terminer ce webinaire. Comme chaque fois, on va dire au revoir. Donc, merci beaucoup, Xuening. Rémi, merci à tout le monde. Xuening et moi, Shinafi, on est tous là pour vous accompagner si vous avez besoin. N'hésitez pas à solliciter notre accompagnement. Donc, la Chine, ça demande d'être attentif aujourd'hui. Chaque jour, la situation évolue, ça change. Donc, ça demande beaucoup de souplesse de notre esprit. Donc, on reste à côté de vous, à vos côtés. Donc, Shinafi vous souhaite un bon été, bonnes vacances. Peut-être à la prochaine fois. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Xuening, merci tout le monde. Merci, à très bientôt. Merci.